I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass. Bienvenue à tous, J-3 ou J-4 avant le début du Ramadan. Les entreprises marocaines se préparent à vivre leur période creuse. Et oui, durant le mois sacré, la production baisse, moins 0,6 à moins 0,9% selon une étude américaine d'Harvard publiée l'an dernier. Les chiffres manquent encore cruellement sur l'impact du Ramadan sur les entreprises et sur l'économie, même si le fait est connu. La croissance diminue, la morosité économique s'installe. Alors justement, peut-on éviter cette morosité économique lors de Ramadan et comment? C'est le premier sujet des décodeurs atlantiques. Vos décodeurs ce matin, Younes Laoui, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur en stratégie, vice-président de l'Association marocaine des anciens élèves de l'École nationale d'administration de France. Amine Diouri également avec nous ce matin, bonjour. Bonjour. Responsable PME chez Inforisque. En deuxième partie, nous parlerons justement des petites et moyennes entreprises avec les banques participatives. C'est fait, la première banque participative a ouvert ses portes ce lundi. C'est Toumnia, filiale de CIH Bank qui restera dans l'histoire comme ayant ouvert ses premières agences. Un nouveau champ de financement qui s'ouvre donc aux entreprises. Mais à quoi s'attendre? La banque participative séduira-t-elle vraiment? Quel profil? Quel avenir? Quel impact? Vous nous le direz. Les décodeurs atlantiques, votre émission de décryptage de l'actualité. Vous pouvez bien sûr réagir sur la page Facebook Les décodeurs atlantiques ou bien via le hashtag LDA pour les décodeurs atlantiques sur Twitter. Younes Laoui, peut-on éviter une morosité économique, la morosité économique qui s'installe lors de Ramadan? Alors j'aimerais tout d'abord dire qu'il n'y a jamais eu à ce jour d'enquête, notamment du HCP, ou d'enquête approfondie sur l'impact du Ramadan sur la productivité. Vous le regrettez ? Oui, parce que l'intuition, l'interprétation, les études de marché qui ont été faites, les statistiques d'enquête auprès des particuliers qui ont été faites démontrent toutes qu'il y a une baisse de productivité importante. Pour l'instant, on est juste à des enquêtes, du HCP, notamment sur la consommation des ménages. Tout à fait. On reste figé encore à ce niveau-là. Tout à fait. Il y a eu aussi des enquêtes auprès de particuliers qui ont été faites par des cabinets spécialisés et qui ont montré que globalement, on voit une baisse de la productivité. Maintenant, si on suit les intuitions qu'on a, en fonction des secteurs, on peut voir une baisse de la productivité qui peut aller jusqu'à 40-50%. Alors ce sont les échos qui reviennent des industriels, qui reviennent notamment du secteur du BTP. Et puis de l'autre côté, nous avons une période de surconsommation qui notamment aboutit à une hausse des prix, à un creusement du déficit de la balance commerciale dû au fait que nous importons une bonne partie des produits agroalimentaires. Oui. Et donc c'est un mois qui, en termes d'impact économique, ne peut être que négatif. Et donc il faut éventuellement voir comment nous pouvons trouver des solutions, parce que ce n'est pas nécessairement lié au fait que ce soit un mois religieux, mais c'est aussi lié au fait que ces dernières années, le mois de Ramadan tombe sur l'été, et donc nous avons la chaleur qui s'y rajoute, et puis que l'hygiène de vie des Marocains n'est pas très bonne durant ce mois-là. Ouais. Par rapport à cette étude d'Harvard que je citais au tout début en introduction des décodeurs atlantiques, c'est donc une baisse de la productivité de moins 0,6 à moins 0,9% par jour, en fonction bien évidemment du jeune. Amine Diouri, c'est quand même assez incroyable aujourd'hui en 2017 qu'il n'y ait pas d'études, comme le rappelle Younes Laoui, d'études sur cette baisse de la productivité, impact sur la croissance de l'économie nationale par des instituts, qu'ils soient privés ou qu'ils soient publics. Il faudrait peut-être s'y mettre, il serait grand temps, non ? Oui, alors au Maroc, ce serait intéressant. J'ai lu quand même quelques résultats d'études qui ont été faits dans le monde arabe, justement sur l'impact du Ramadan. Parce que ça intéresse quand même les économistes, pas seulement au Maroc, mais un peu partout. Et ce qu'il en était ressorti, c'est que ça avait un impact sur le mois de Ramadan d'environ 20% par rapport à la normale, sur le PIB.
Maintenant, si on revient au niveau de l'entreprise, c'est vrai que pour moi, il y a deux aspects. Il y a l'aspect productivité, ça, je pense que c'est indéniable. Déjà, les journées raccourcissent. On voit déjà dans l'administration, les nouveaux horaires, ça va être 9h, 15h tous les jours. On a des problèmes avec les transports. Au niveau de l'entreprise, effectivement, les gens ont plus de mal à être concentrés, à être à 100% sur leur travail. Maintenant, il y a d'autres aspects qu'il faut regarder. J'ai regardé sur plusieurs exercices les défaillances d'entreprise pour voir justement s'il y avait un impact du Ramadan sur ça. Réellement pas d'impact, c'est-à-dire que on voit pas une baisse soudaine, par exemple, ou une augmentation soudaine des défaillances d'entreprise. Idem pour les créations. Je citerai un autre chiffre, c'est que par exemple chez Inforisc, le mois de Ramadan est un mois où on fait quand même beaucoup de chiffres d'affaires. Pour une raison très simple, c'est que heureusement les gens, les décideurs sont à leur poste. Très souvent, ils sont beaucoup moins en déplacement, donc on a beaucoup moins de mal à les trouver. Donc il y a un déplacement de fait de certaines décisions de la part des décideurs qui peuvent se répercuter sur certaines entreprises de conseil notamment ou d'information commerciale. En tout cas, dans certaines activités, il est évident, par exemple dans le service, il est évident que il y a moins de productivité, mais d'un autre côté, il y a plus de facilité, par exemple, pour trouver les décideurs et donc faire des deals à ce moment-là. La question, messieurs, peut-on éviter la morosité économique lors de Ramadan ? Oui ou non ? Est-ce qu'il y a des pistes qui sont sur la table, qui sont déjà envisagées ou pas pour l'instant, Younes Laoui ? Alors, comme je le disais tout à l'heure, il y a tout d'abord le sujet de l'hygiène de vie qui se répercute sur l'organisation au travail, sur la productivité de la journée de travail. Et donc, il faut sensibiliser les travailleurs sur l'importance notamment du sommeil. Donc il y a des études qui démontrent que le manque de sommeil se répercute naturellement sur le travail. Donc le manque de sommeil, il faut le réguler, et puis également l'hygiène de vie et l'hygiène alimentaire. Est-ce qu'il faut venir justement combler certaines entreprises par des stagiaires, par des contrats intérimaires pour augmenter la productivité, enfin maintenir une certaine productivité, une certaine cadence de productivité? Avec Diori. Ou Younes Laoui, allez-y. Allez-y, Younes Laoui. Je pense qu'il y a quelques secteurs dans lesquels il y a une certaine pénibilité du travail, pour lesquels il est difficile de demander une productivité similaire à un mois hors Ramadan. Même s'il y a des nouveaux recrutements qui sont envisagés. Alors cela dépend bien sûr du portefeuille de l'entreprise. Alors certaines entreprises peuvent s'organiser, ça, bien évidemment. Si vous avez une dépendance d'une clientèle étrangère pour laquelle il n'y a pas de changement durant le mois de Ramadan, on peut essayer de réguler ça par des recrutements sous réserve que cela soit faisable sur des périodes courtes. Oui, effectivement, des entreprises peuvent s'organiser de la sorte, mais si vous êtes dépendant de la consommation nationale et que, par exemple, vous voyez votre chiffre d'affaires baisser durant ce mois, effectivement, cela devient plus difficile. Organisationnellement, dans un certain nombre de secteurs, vous ne pouvez pas remplacer facilement, parce qu'il faut le temps de la formation, donc il y a un certain nombre de paramètres qui rendent beaucoup plus difficile cette notion d'augmentation des capacités. Il y a peut-être là aussi un rôle de l'ANAPEC en termes de conseils, peut-être pour certaines entreprises qui cherchent des profils de chômeurs qui viennent justement d'arrêter leur travail dans un secteur et qui peuvent venir combler certaines entreprises. Amin Diori, mais cela a un coût, c'est ce que vous nous disiez. Oui, exactement. Et puis, on parle du Ramadan, mais après, il y a aussi les mois de vacances, juillet et août. Donc, est-ce qu'on va recruter des gens pour des personnes qui travaillent déjà ? Donc, ça veut dire qu'ils sont pas en congé, ils ne sont pas en congé maladie, ils travaillent, donc on les paye déjà, et il faudrait recruter d'autres personnes et les payer. Ça aurait un coût vraiment catastrophique sur la rentabilité de l'entreprise. À mon avis, c'est pas une solution. Maintenant, bon, après, il y a d'autres aspects. Si on regarde ailleurs qu'au Maroc, par exemple en France, c'est vrai que Ramadan ou pas Ramadan, fête religieuse ou pas fête religieuse, les gens travaillent toute la journée. Et puis voilà, ils rompent le jeûne au moment où c'est prévu. Et effectivement, on ne constate pas de baisse notable parce que la France, n'est pas un pays religieux où il y a une pratique importante d'une seule et unique religion. Non, je comprends, mais bon. De masse. Je comprends parfaitement, mais voilà, si on veut trouver une vraie solution, je vois pas d'autres aspects. Si on suit l'aspect religieux jusqu'au bout, il est évident que il est difficile d'être présent très tôt le matin au bureau et de partir tard du travail parce qu'il y a beaucoup de choses à préparer. Donc voilà, après il faut savoir ce qu'on veut.
Younes Laoui. Comme disait Amine, il est difficilement concevable d'augmenter les charges durant ce mois-ci, parce que comme il le disait, naturellement, les salariés sont rémunérés. Et donc c'est une surcharge sociale pour l'entreprise qui a un impact sur sa rentabilité. Maintenant, on peut imaginer, d'un côté, ce qui est déjà le cas dans certains secteurs, que cette période-là soit davantage considérée comme une période de congés payés. Alors une enquête qui a été faite a montré que globalement 20% des citoyens pensent à prendre des congés durant ce mois. Peut-être qu'il faut aller au-delà de ce pourcentage, pousser à ce que les personnes prennent des congés durant ce mois-là pour qu'il n'y ait pas ensuite un impact sur les mois qui suivent. Parce que là, on est par exemple en période d'été, on a une baisse de la productivité durant le mois de Ramadan qui se succède avec des périodes de congés. Bien sûr. Pour moi, c'est une solution et encore une fois, je reviens sur la solution de l'organisation de la journée de travail, sur l'hygiène de vie, parce que nous pouvons, comme le disait Amine, avoir un mois où dans beaucoup de secteurs, ceux où il n'y a pas une pénibilité, garder une productivité constante. Amine Diouri. Oui, la solution des congés peut être une solution intéressante, mais il faut pour cela qu'on soit dans une activité où il n'y a pas trop de saisonnalité. C'est-à-dire que si on a des saisonnalités fortes sur certains mois, quoi qu'il se passera, on aura une répercussion par la suite. C'est-à-dire qu'il faudra travailler. On peut prendre ses vacances pendant le Ramadan, mais par la suite, il y aura quand même ce trou d'air dans l'activité de l'entreprise qui ne sera pas rattrapable. À la suite des décodeurs atlantiques ce matin, toujours avec Amine Diouri, responsable PME chez Inforisque. Rebonjour. Rebonjour. Younes Laoui également avec nous, professeur en stratégie, vice-président de l'association marocaine des anciens élèves de l'École nationale d'administration de France. Rebonjour. Rebonjour. Comment peut-on éviter la morosité économique lors du Ramadan? C'est le premier sujet que nous abordons. Difficile de répondre car encore peu d'études, aucune étude, en tout cas dévoilée de manière officielle. C'est ce que vous soulignez tout à l'heure, Younes Laoui, puisque pas d'études sur la baisse de productivité, sur l'impact également sur la croissance économique de ce mois sacré. Il faudra peut-être s'y mettre pour trouver des pistes et des solutions à la marge, Younes Laoui, à l'avenir. C'est ce qu'on disait, il faut d'abord vraiment bien identifier si l'état de l'impact que nous avons. Et puis nous avons soulevé tout à l'heure un certain nombre de solutions éventuelles, notamment celle de l'augmentation pendant une certaine durée, avec certaines réserves quand même, certaines difficultés du nombre d'employés et de la capacité de production, oui, pour essayer d'y pallier. Et puis d'autres possibilités comme les congés payés durant ce mois-ci, comme une sensibilisation sur l'hygiène de vie et le sommeil durant cette période. Donc quelques solutions, mais à titre personnel, je reste convaincu que sur les métiers pénibles, c'est un mois où il faut considérer, c'est un mois religieux, que de facto sur les métiers pénibles il y a une baisse de la productivité à laquelle on ne peut pas pallier. Mais est-ce qu'on peut imaginer, Amine Diouri, Younes Laoui, des politiques anticipatives pour limiter l'impact du mois sacré de manière économique, s'il y avait justement des données, des études qui étaient faites par des institutions publiques ou privées? Effectivement, Younes, tout à l'heure, parlait du problème du déficit de la balance commerciale pendant le mois du Ramadan, notamment le fait qu'il y avait surconsommation, le fait que la production locale ne suffisait pas pour combler les besoins des consommateurs et qu'il fallait donc importer des produits, c'est le cas notamment des œufs. Le gouvernement à l'époque, ça c'était l'année dernière, avait pallié à ce problème justement en anticipant le Ramadan, en important davantage d'œufs en provenance de l'Europe et notamment de l'Espagne, justement pour pallier ce problème. Maintenant, le problème de fond, il reste toujours le même, c'est-à-dire que c'est plus une question structurelle qui va se répéter chaque année. C'est la question de l'interprétation du Ramadan, c'est-à-dire que vous n'allez pas changer les habitudes de consommation des gens du jour au lendemain. C'est surtout ça le problème. La productivité, elle provient de là. La surconsommation, elle provient de là également. Donc, on va pas demander aux gens tout d'un coup de changer leur mode religieux par rapport au Ramadan pour justement produire plus et être plus productif. C'est ça la véritable difficulté. Younes Laoui.
Je rejoins ce que vient de dire Amine, et par rapport à l'anticipation, il y a des éléments qui peuvent être anticipés, comme liés à la consommation, donc essayer d'anticiper la production qui précède le mois de Ramadan, par exemple au niveau local, pour réduire par exemple les importations. Mais si vous voulez, nous restons quand même sur un mois où on peut difficilement changer les habitudes de la société. Ouais, il y a des points positifs tout de même. Alors dans cette étude qui a été faite par deux chercheurs d'Harvard, qui a été publiée l'an dernier, c'est que l'indice de bonheur, en revanche, lui augmente à la sortie de ce mois sacré. C'est un point sur lequel les entreprises devraient peut-être prévoir de mieux rebondir à l'avenir, Younes Laoui. Alors, effectivement, l'indice aujourd'hui, de nombreuses études montrent que, notamment l'indice du bonheur, mais alors au-delà de l'indice du bonheur de manière générale, mais c'est l'indice du bonheur au travail est fondamental sur la productivité. Il y a des études qui ont démontré que même en réduisant le temps de travail, mais si le temps de travail est mieux organisé, si le salarié apprécie davantage son travail, la productivité peut même ressortir augmentée. Donc il faut peut-être voir comment, en termes d'organisation, l'entreprise peut tirer profit de cet indice de bonheur qui s'améliore pour que ça se répercute sur le travail. Amine Diouri, pour conclure. Oui, il y a un autre effet positif. Le Ramadan, déjà il y a les MRE qui rentrent massivement pour cette fête, et ça fait un rapatriement aussi massif d'argent. Ça représente annuellement 60 milliards de dirhams qui rentrent justement grâce à ces MRE. Donc voilà, ça c'est un impact positif pour notre économie. Dans ce cas, il faudrait peut-être réfléchir à davantage intégrer ces Marocains résidant à l'étranger dans le tissu économique, mais dans le pipe politique actuellement. Il y a très peu encore d'intégration et de réflexion qui sont faites. Ces MRE justement qui viennent durant Ramadan, mais aussi durant l'été, peut-être envisager certaines actions pour faciliter leur vie pour certains qui veulent venir ici pour chercher un travail, pour s'intégrer dans le tissu économique ou dans le tissu entrepreneurial. Younes Laoui. Je pense qu'il y a une sensibilité nationale aux Marocains résidant à l'étranger qui date depuis quelques décennies. Je me rappelle même au milieu des années 90. En termes d'intégration, mais là je veux dire en termes de facilité, peut-être accorder davantage de facilité pour l'emploi, pour l'initiative entrepreneuriale, sachant que pour l'instant ces MRE ne sont pas représentés sur la scène politique. Alors, ce sont deux sujets. D'un point de vue économique, on peut toujours augmenter le nombre d'initiatives. Je ne suis pas en train de dire que les initiatives actuelles sont suffisantes, mais je pense qu'il y a une sensibilité forte au niveau de l'ensemble des institutions de l'État sur l'importance des Marocains résidant à l'étranger. Et comme vous le savez, nous recevons un certain nombre de flux de devises notamment à partir de ces MRE qui ont un impact fort sur l'économie marocaine, et donc il y a une conscience générale sur ce lien, sur l'impact économique. Je pense aussi que en termes d'accueil, le pays est devenu ces dernières années un peu plus accueillant parce que le pays s'est davantage urbanisé, il y a davantage d'offres d'emploi, les compétences d'expertise de ces MRE est davantage reconnues aujourd'hui que par le passé. Maintenant, sur le sujet politique, effectivement, il y a encore un chemin à faire aujourd'hui, sachant que, nous le voyons aujourd'hui par exemple, il n'y a pas encore d'ouverture par exemple au vote de ces MRE dans leur pays de résidence. Et on l'entendait notamment hier dans les colonnes d'un journal, le président du Conseil de la communauté marocaine à l'étranger qui disait qu'il n'a pas encore été interpellé par un gouvernement, par le gouvernement précédent et par celui-ci, ce qui l'interloquait. 9h44, vous restez avec nous sur Atlantique Radio. Dans un instant, notre deuxième sujet, on va parler des banques participatives et des opportunités à saisir pour les petites et moyennes entreprises. Mais avant la séance coup de gueule, coup de cœur. Coup de cœur, coup de gueule. Amine Diouri, un coup de cœur, un coup de gueule, vous ? Alors moi, ce sera un coup de gueule. Il y a quelques semaines, on traitait dans les décodeurs d'un sujet qui était comment remplacer les subventions accordées dans le cadre de la compensation. On en avait beaucoup réfléchi là-dessus. Et entre-temps, une étude du HCP très intéressante sur justement la pauvreté et sa localisation sur le territoire national est arrivée. Et c'est les chiffres importants qui sont ressortis de cette étude, j'en citerai deux. 30% des subventions alimentaires et butane vont aux 20% les plus aisés, contre seulement 13% pour les 20% les plus pauvres. Ouais.
Et l'écart est encore plus élevé pour certains produits, notamment le sucre. Donc ça pose. Alors évidemment, cette étude tombe bien pour ceux qui justement veulent justement la suppression des dernières subventions dans le cadre de la compensation. Maintenant, la question que moi je me pose, c'est comment ça se fait que ça fait des années qu'on verse des milliards de dirhams pour ces produits-là et qu'on ne soit jamais posé la question de savoir à qui allait cet argent. Younes Laoui, coup de gueule, coup de cœur? Alors généralement je suis pour les coups de cœur, mais là je vais faire un petit coup de gueule. Une exception. J'ai vu, il y a les chiffres de la DGSN de la semaine dernière sur les accidents de la circulation, oui, qui font état de 9 morts et de plus de 1600 blessés. C'est un sujet sur lequel les études ont été faites sur l'impact économique très élevé et avant tout l'impact sur la vie de ceux qui sont touchés et les familles de ceux qui sont touchés par ces accidents. Alors il y a une nouvelle stratégie qui vient d'être lancée, mais on repousse encore une fois. Cette fois-ci, c'est à 2026, la réduction à de moitié le nombre de morts sur les routes. C'est un énième report. Je ne les compterai même plus tellement qu'il y en a eu. Sachant que nous le savons tous, nous avons des statistiques qui sont dramatiques au Maroc. Nous sommes l'un des pays les plus meurtriers au niveau de la circulation et des accidents de la route. Ouais, on est à 4000 morts environ chaque année. C'est le même nombre de morts en France, mais la France compte plus de 2 fois le nombre de population. 9h46 sur Atlantique Radio, place à notre deuxième sujet dans les décodeurs Atlantique. On parle banque participative ce matin, banque participative et entreprise, puisque c'est fait. La première banque participative a ouvert ses portes ce lundi, c'est Oumnia, filiale de CIH Bank, qui restera dans l'histoire comme ayant ouvert ses premières agences. Un nouveau champ de financement qui s'ouvre donc aux entreprises. Amine Duris, c'est une bonne nouvelle pour les PME, vraiment ? Alors pour les PME particulièrement, on attendra de voir. C'est une bonne nouvelle de manière générale. Je constate que ce sont les banques traditionnelles qui ont ouvert ou qui vont ouvrir ces banques participatives pour une raison très simple, c'est qu'aujourd'hui le taux de bancarisation au Maroc est d'environ 70%. Il y a aujourd'hui, il y a une étude qui estimait à près de 24-25% de personnes qui ne veulent pas d'ouvrir de compte, prendre des crédits justement pour des questions religieuses. Donc, le fait d'avoir cette banque participative, ça permet d'élargir le champ des clients potentiels de la banque. Younes Laoui. Écoutez, moi je suis un promoteur du secteur de la finance participative. Parce que c'est un secteur qui répond à une demande d'une certaine clientèle. Et donc, il y a d'une part un impact, d'une part parce que ça répond à cette demande qui n'avait pas été comblée ces dernières années. Et puis aussi parce qu'il y a un impact économique qui est attendu. Alors, il y a tout d'abord, comme le disait Amine, on a une population qui aujourd'hui est non bancarisée pour des raisons religieuses. Alors, selon les études, c'est une population estimée de 10 à 20%. De la population non bancarisée qui l'est pour des raisons religieuses, et donc il y a un potentiel, mais qui reste un potentiel limité. Et puis il y a surtout une population qui est bancarisée, mais qui n'utilise pas aujourd'hui les financements bancaires, ni l'épargne rémunérée bancaire. Et donc c'est là où, pour répondre à votre question sur les PME, alors on peut s'attendre à un impact sur les PME et les TPE qui pourraient souscrire à davantage de financements ou à des financements alors qu'elles ne le faisaient pas auparavant. Et puis enfin, il y a également la possibilité pour l'État d'émettre des soukouk, l'équivalent des obligations souveraines qui pourraient attirer les fonds du Golfe. Et puis les entreprises du Golfe, il y en a un certain nombre qui n'investissent pas dans un pays si elles ne peuvent pas solliciter une dette qui est une dette participative. Amine Duris, concrètement, je suis une petite et moyenne entreprise. Quels peuvent être mes avantages ou au contraire les inconvénients à aller s'inscrire et à aller ouvrir un compte en banque dans une banque participative ? Bon, déjà, on a cité le cas de la question religieuse qui est très importante. Maintenant, je citerai une phrase qui avait été dite lors d'un forum africain sur la finance islamique, et c'était un dirigeant justement d'un programme de finance islamique qui l'a dit: les banques islamiques n'ont pas de recette magique pour financer les PME. Comme ça, les choses sont dites. Par ailleurs, par rapport à d'autres pays, donc aujourd'hui, moi, je vais pas m'aventurer à dire ça va marcher ou ça va pas marcher. J'ai regardé par contre dans d'autres pays comment ça marchait pour les entreprises. Globalement, ce que j'en ai compris, c'est que
l'impact est très mitigé pour l'entreprise. Déjà parce que certaines entreprises se plaignent justement du niveau de garantie demandé, se plaignent du coût du produit lui-même qui est parfois plus cher que le coût d'un produit d'une banque traditionnelle. Oui. Donc en termes de crédit. Voilà. Et donc l'impact sur ces dirigeants d'entreprise n'a pas été très importante. Oui. Avantage, pas avantage? Alors, il ne faut pas s'attendre à ce que l'entreprise gagne au niveau économique sur les prix. C'est une industrie pour laquelle il y a des investissements importants qui sont consentis, pour laquelle il y a un impact économique dû à l'absence des intérêts de retard, et donc soit cette industrie financière va réussir à créer un cercle vertueux et à être compétitive avec la finance conventionnelle, soit si le coût du risque est plus élevé que dans la finance conventionnelle, il y a un risque que le coût de financement soit plus élevé, que ça devienne un inconvénient pour l'entreprise. Donc pour moi, il y a deux avantages. Le premier, c'est pour ceux qui ont des convictions liées à la finance participative, donc ça leur répond à leurs attentes. Donc c'est une question exclusivement de ce point de vue de conviction. Et puis le deuxième sujet, c'est celui de la proximité. Alors vu que ce sont de petites structures qui démarrent avec peu d'agences, donc il y aura un avantage de proximité, notamment vis-à-vis des entreprises. Amine Diori, on a ce chiffre là, 40% d'entreprises marocaines n'ont pas recours au crédit. C'est assez incroyable, ça veut dire qu'il y a quand même une marge de manœuvre assez importante, aussi bien pour ces banques participatives que pour les banques classiques. On sait qu'il va y avoir une concurrence qui va devenir de plus en plus rude notamment. Oui, tout à fait. Maintenant, si ces entreprises, et notamment les TPME, n'ont pas accès au crédit, et d'ailleurs les enquêtes, les statistiques publiées par Banque du Maroc le prouvent, c'est qu'il y a aussi des raisons à cela. C'est que déjà, on voit que le niveau de garantie demandé est très élevé, parfois 2 fois supérieur au montant demandé. Donc ça freine déjà pas mal d'entreprises à obtenir un prêt. Voilà. Justement, il y a une réunion dans quelques jours, c'est au mois de juin prochain, réunion entre le groupement bancaire, Banque Al Maghrib, la CGM. On va faire le point sur cette réunion qui avait eu lieu en janvier 2016 sur les difficultés d'octroi de crédit aux entreprises, avec notamment pointé du doigt cette question des garanties demandées lors des crédits. Là, la concurrence va pouvoir peut-être apporter quelque chose de nouveau, de bien pour ces entreprises qui ont du mal à avoir des crédits, Younes Laoui ? Certainement pas. Alors, je vais rebondir sur ce qu'a dit Amine. Il faut alors les études, les enquêtes qui ont été menées ont démontré que contrairement aux particuliers où on a un pourcentage de particuliers qui ne souscrivent pas à des crédits pour des raisons religieuses, ces mêmes particuliers lorsqu'ils ont des entreprises souvent souscrivent pour leur entreprise lorsqu'ils arrivent à le faire à des crédits. Et donc le pourcentage d'entreprises qui ne font pas appel à des financements conventionnel est plutôt beaucoup plus réduit que pour le cas des particuliers. Donc ceux qui ne souscrivent pas au crédit, c'est principalement pour des raisons économiques, de garantie et autres. Et donc effectivement aujourd'hui il y a un sujet qui a été posé à la table par Banque Al Maghrib. Quand on compare le Maroc à d'autres pays, notamment à des pays européens, on voit que les garanties exigées aujourd'hui par le secteur bancaire sont bien plus drastiques. Est-ce que la finance participative va créer une concurrence de ce point de vue ? Je ne pense pas, et ça ne devrait pas être le cas, parce que la finance participative qui vient de se mettre en place va devoir les premières années être extrêmement prudente. N'oublions pas que les pénalités de retard, par exemple, alors on attend l'avis du Conseil supérieur des Oulémas. Il y a 2 modèles dans le monde. Alors soit c'est redistribué à des institutions de bienfaisance, soit l'institution ne met pas en place ces pénalités de retard, ces intérêts de retard, et se retrouve à utiliser les garanties plus rapidement que dans le conventionnel, ou en tout cas à se baser sur ces garanties pour pouvoir récupérer ces fonds. Et donc aujourd'hui, il ne faut certainement pas que les banques participatives, je ne doute pas une seule seconde qu'elles le fassent, qu'elles concurrencent le secteur conventionnel sur les garanties.
Amine Diori, responsable PME chez Inforisque. Oui, et puis il y a une autre raison, de manière très pragmatique, c'est que ces banques aujourd'hui, enfin la banque conventionnelle contre la banque participative, en réalité, c'est les banques traditionnelles qui sont à leur tête, à Tijari, CIH. Donc elles vont pas commencer à se concurrencer entre elles au niveau des activités. L'idée, c'est surtout en lançant la banque participative de capter une population qu'aujourd'hui ne touchait pas encore, mais je pense pas qu'il y aura une guerre des prix, ça serait absolument déraisonnable et puis ça aura un impact direct sur leur activité. En tout cas, dans les prochaines années, il va y avoir de nouveaux acteurs qui arrivent, là, qui vont arriver aussi dans ce secteur de la banque participative. On peut s'attendre, au bout de combien de temps, Younes Laoui, au bout de 5 ans, 10 ans, peut-être à une concurrence réelle qui s'installe entre ces deux types de banques sur la question des crédits octroyés aux entreprises ? Alors, la difficulté majeure, c'est jusqu'à quel niveau vous parlez de concurrence. Est-ce que vous parlez de concurrence par rapport à la clientèle? Alors il y a le volume, effectivement. Si c'est par rapport à la clientèle, on peut considérer que à partir d'ici une année, c'est un secteur qui peut devenir totalement concurrent du secteur conventionnel. Pourquoi je dis une année? Parce que vous l'avez vu, vous avez parlé d'Omnia Bank qui a été lancé il y a quelques jours. C'est un lancement qui est extrêmement soft et je reste gentil. N'oublions pas qu'ils n'ont démarré qu'avec l'ouverture des comptes et des cartes bancaires. Les financements notamment ne sont pas encore mis en place. Les produits à l'international ne sont pas encore mis en place. Et donc, et je sais par ailleurs que vendredi ou en tout cas dans quelques jours, les autres banques vont être annoncées, notamment Banca Safa, qui est l'acteur historique de la finance alternative. Donc, il faut d'abord qu'il y ait l'ensemble des principaux produits bancaires. Une fois que nous aurons ces produits, on peut considérer qu'il y a une concurrence sur la clientèle et ça, j'en suis convaincu, il y aura une concurrence forte. Ensuite, il faut qu'il y ait la proximité, il faut que le réseau se développe, il faut que le prix soit compétitif pour qu'il y ait une concurrence importante. Et donc, une fois qu'il y aura ce jeu de prix, mais qui restera probablement relatif parce qu'il y a un lien entre ces banques conventionnelles et ces banques participatives et à ce jour, nous ne voyons pas de banques participatives indépendante. Amine Diori, pour clôturer. Oui, alors la première question que vous posiez, c'était par rapport à l'impact pour les entreprises. Moi, j'ai plus d'espoir dans un autre mode de financement qui est compatible avec la finance islamique, c'est le crowdfunding. Ouais, on attend donc une loi effectivement, qui va être adoptée par rapport à ça. Donc financement participatif, là aussi, de la part des particuliers. Ouais. Il faudra voir ce que ça va donner. Younes Laoui. Je voudrais juste dire pour terminer que je suis par contre très confiant sur le potentiel de la finance participative. Si la qualité de service suit, si le développement du réseau suit, et il suivra en fonction de la demande, il n'y a pas de raison que d'ici quelques années, ce secteur pèse lourdement sur la finance marocaine. Merci beaucoup, messieurs. Amine Diori, responsable PME chez Inforisque, Younes Laoui, professeur en stratégie, vice-président de l'Association marocaine des anciens élèves de l'École nationale d'administration de France. Vous restez avec nous dans un instant. Votre émission citoyenne Les Experts Atlantiques, à 10h, le point info en langue arabe avec Mourad Baba. Excellente matinée sur Atlantique Radio.